On passe toute sa vie à dormir aux côtés d'une personne en pensant connaître chaque détail de son âme, n'est-ce pas? Quelle illusion! Il m'a fallu plus de 20 ans de mariage pour découvrir qui était vraiment l'homme qui partageait mon lit, ma vie, mes rêves. Et son masque n'est pas tombé lors d'une dispute terrible, non. Il est tombé une nuit tout à fait normale, juste après le dîner. J'étais là, dans notre cuisine, ici, à Lyon, en train de débarrasser les verres de la table, et lui, avec le plus grand calme du monde, m'a regardé et a lâché « Je ne vais pas arrêter de voir mon ex, Claire, c'est mon ami, il faut que tu t'y fasses. » La maison entière a été plongée dans un silence effrayant. On n'entendait que le vent froid du dehors, frappant contre les fenêtres de notre appartement près du Rhône. Il a croisé les bras, me fixant avec cet air de défi, ce visage de celui qui se croit tout permis, qui pense avoir le contrôle absolu. Il attendait un scandale. Il voulait que je joue le rôle de la femme hystérique, que je crie à m'en casser la voix, que je claque les portes, que je pleure toutes les larmes de mon corps pour qu'il puisse me traiter de folle et de jalouse devant tout le monde. Mais vous savez quoi? La vie m'a appris à ne pas rendre la monnaie de sa pièce quand quelqu'un veut juste vous voir à terre. J'ai 52 ans et j'ai compris que notre dignité vaut bien plus qu'une crise de colère. J'ai ravalé cette douleur aiguë qui semblait me déchirer la poitrine. J'ai plongé mon regard au plus profond du sien et j'ai prononcé 2 petits mots, d'une voix douce mais ferme. « Très bien. » Il a eu un petit sourire en coin, presque moqueur. Il a cru m'avoir remise à ma place. Il a pensé que j'étais soumise, que j'allais baisser la tête et me contenter de ses miettes affectives comme une bonne épouse docile. Sauf qu'à cette seconde précise, l'amour et le respect infini que j'éprouvais pour lui se sont tout simplement évaporés. Et une autre femme est née à l'intérieur de moi. Une femme beaucoup plus attentive, lucide et forte, qu'il allait regretter amèrement d'avoir sous-estimée. C'est drôle comme on s'aveugle dans un long mariage, n'est-ce pas, mes amis? On avale des couleuvres, on pardonne les manques d'attention, on se dit que c'est juste une mauvaise passe, que c'est la fatigue du travail. On fait passer la paix de la famille et le bonheur des autres avant le nôtre, et on oublie de regarder si le partenaire fait de même. La plus grande leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que le véritable caractère d'une personne se révèle quand elle a la certitude absolue que vous ne remettrez jamais ses actions en question. Ma chère amie, discuter avec vous ici aujourd'hui, c'est comme m'enlever un poids de plusieurs années des épaules. J'ai vraiment l'impression que nous prenons un bon café chaud toutes les deux dans mon salon. D'ailleurs, dites-moi ici dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays m'écoutez-vous? J'adore savoir jusqu'où mon histoire voyage et qui se trouve de l'autre côté de l'écran pour me prêter une oreille attentive. Et si vous avez déjà traversé une déception dans la vie, ou si vous aimez les histoires de femmes qui ont su relever la tête avec courage, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et laissez un j'aime sur cette vidéo. Votre soutien, c'est ce qui me donne la force de continuer à vous ouvrir mon cœur. Dans les jours qui ont suivi cette fameuse nuit, l'ambiance à la maison a changé d'une façon très étrange, presque étouffante. Mon mari se pavanait dans les couloirs comme un paon, le torse bombé, confiant, persuadé que j'avais avalé son histoire d'amitié innocente avec son ex-femme. Il a commencé à rentrer plus tard du bureau sans donner trop d'explications, la conscience tranquille. Et moi, je suis devenue une observatrice silencieuse au cœur même de mon propre foyer. Je ne posais aucune question. Je n'allais pas fouiller dans son téléphone pendant qu'il prenait sa douche. Je refusais de m'humilier à ce point. L'intuition féminine est puissante, et les réponses ont commencé à apparaître toutes seules, dans les moindres détails du quotidien. C'était un parfum légèrement différent sur sa veste quand j'allais la mettre au pressing. Un sourire béat et lointain qu'il lâchait en regardant son écran après le dîner. Ces week-ends qui, soudainement, se sont remplis de réunions d'urgence indispensables pour l'entreprise. J'assemblais toutes ces petites pièces dans ma tête, construisant un puzzle que j'avais moi-même peur de voir terminer. Je gardais tout pour moi, étouffant mes doutes. Il y avait des nuits où l'angoisse me serrait tellement la poitrine que je sortais sur le balcon. Je regardais les lumières de la ville se refléter sur l'eau sombre du fleuve et je pleurais doucement pour qu'ils ne m'entendent pas. La douleur du rejet fait très mal à l'âme, mais la douleur d'être prise pour une idiote dans sa propre maison. Ah, celle-là, elle brûle encore plus fort.
Jusqu'à ce que, un mardi matin, alors que je rangeais les tiroirs de son bureau, une habitude que j'avais depuis des années pour tenir nos papiers en ordre, j'ai trouvé un petit papier plié en 4, dissimulé tout au fond. Il était caché à l'intérieur d'un vieux livre de recettes de famille, un livre que, je le savais, il n'ouvrait absolument jamais. Ce n'était pas une facture d'électricité, ni un mémo du travail. C'était le reçu d'une bijouterie très chic, ici, au centre-ville. La date remontait à 2 semaines à peine. Le montant était exorbitant, choquant même pour nos finances. Et la description de l'article. Un collier en or blanc qui, de toute évidence, ne se trouvait pas autour de mon cou. Mon cœur s'est emballé à tout rompre. Mes mains ont tellement tremblé que le papier a failli se déchirer entre mes doigts froids. Là, sur ce petit bout de papier froissé, se trouvait la preuve indéniable que le mensonge était beaucoup plus grand, beaucoup plus profond et bien plus ancien que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas juste une petite amitié. Ce n'était aussi pas juste des rencontres l'après-midi pour prendre un café en tout bien tout honneur. C'était une trahison financée par notre argent. J'ai replié le reçu exactement comme il était. Je l'ai replacé à la page précise du livre et j'ai refermé le tiroir sans faire de bruit. J'ai respiré profondément, sentant l'air glacé de la pièce remplir mes poumons pour me donner du courage. Je n'allais pas faire un scandale ridicule avec un bout de papier à la main. Je devais être beaucoup plus froide, beaucoup plus stratège que ça. L'après-midi même, j'ai mis mon plus beau manteau, j'ai mis un peu de rouge à lèvres pour me donner de l'assurance, et je suis allé rendre visite à un vieil ami de ma famille, un avocat excellent, redoutable et extrêmement discret. À partir de ce jour-là, j'ai cessé d'être l'épouse passive et j'ai commencé à tracer mon propre chemin. Et je vous le garantis, mon ami. Ce que j'ai découvert dans les jours qui ont suivi sur son passé et sur cette fameuse amie m'a donné des sueurs froides. Il y avait un secret très sale gardé depuis des années, des choses graves qui impliquaient même le patrimoine que nous avions construit ensemble. Si vous pensez que la tromperie avec l'ex est la pire partie de cette histoire, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Le plus grand bouleversement est encore à venir, et la façon dont j'ai décidé de rendre la monnaie de sa pièce et de sortir de cette situation la tête haute. Eh bien, je vous promets qu'il n'oubliera plus jamais mon nom. Restez avec moi. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car dans le prochain chapitre, je vais vous raconter exactement ce que l'avocat m'a révélé et ce que j'ai vu de mes propres yeux quand j'ai décidé de suivre ses traces un dimanche après-midi. Vous n'allez pas croire ce que l'être humain est capable de cacher à la personne qui dort à ses côtés. Le lendemain de ma découverte de ce fameux reçu de bijouterie, Lyon s'est réveillé sous un brouillard épais et glacial. Ce brouillard humide qui vous glace les os et qui monte directement du Rhône. C'était exactement le reflet de ce que je ressentais à l'intérieur. Mon mari était parti travailler en me laissant un baiser distrait sur le front avec ce même sourire arrogant de celui qui se croit intouchable. Dès que la porte d'entrée s'est refermée, j'ai senti une force nouvelle m'envahir. La tristesse avait laissé place à une lucidité froide et tranchante. Je me suis préparé avec soin. J'ai mis mon manteau de laine gris, une écharpe bien chaude, et je suis sorti affronter le froid des rues pavées du vieux Lyon. Je devais voir Maître Bernard. C'était un vieil ami de mon défunt père, un avocat d'affaires redoutable qui connaissait ma famille depuis toujours. Son cabinet, situé dans un vieil immeuble bourgeois près de la place Bellecour, sentait la cire d'abeille, le vieux cuir et le café fort. Quand je me suis assise face à lui, derrière son immense bureau en chêne, je n'ai pas pleuré. Je lui ai simplement tendu une copie du reçu que j'avais pris soin de faire à la papeterie du coin. Je lui ai raconté la phrase de mon mari après le dîner, son refus de s'éloigner de son ex-femme et cette trouvaille dans le livre de recettes. Bernard m'a écouté en silence, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Il a regardé le bout de papier, puis il a croisé ses mains. « Claire », m'a-t-il dit d'une voix grave et protectrice. Un homme qui achète une parure de cette valeur à son ex-femme tout en l'imposant dans sa vie conjugale ne cache pas seulement une liaison. Il cache un système. Je te connais depuis que tu es petite. Tu as toujours géré les comptes courants de la maison. Mais qui gère l'épargne et les investissements de la famille? Cette question m'a frappée comme une gifle. Pendant nos 20 années de mariage, j'avais été la fourmi. J'économisais sur tout. Je cherchais les meilleures promotions.
Je me privais souvent de vêtements de marque ou de voyages coûteux pour que nous puissions bâtir un bel avenir, pour que notre fils puisse faire de bonnes études, pour notre retraite. Mon mari, lui, gérait les gros placements. J'avais une confiance aveugle en lui. C'était mon mari, l'homme avec qui j'avais tout construit. Pourquoi aurais-je douté? Bernard m'a demandé de lui apporter tous les documents bancaires que je pourrais trouver, même les plus insignifiants. Les jours suivants, je suis devenue une ombre dans ma propre maison. J'ai fouillé des classeurs relégués à la cave, des disques durs anciens, des enveloppes scellées, et c'est là que le véritable cauchemar a commencé à prendre forme. L'enquête de Bernard a révélé une vérité si douloureuse qu'elle m'a coupé le souffle. Mon mari n'avait pas seulement acheté un collier. Depuis près de 7 ans, il détournait subtilement de l'argent de nos comptes d'épargne communs. Des sommes régulières, justifiées par de faux mauvais placements ou des frais d'entreprise qu'il transférait vers une société civile immobilière, SCI. Et devinez qui était l'associé majoritaire de cette société? Son ex-femme. Mes chers amis, je vous assure que la trahison de la chair fait mal. Mais découvrir que l'homme que vous aimez a financé le train de vie luxueux de son ex-femme avec l'argent de vos propres sacrifices. C'est une douleur qui vous détruit de l'intérieur. Pendant que je comptais les centimes au supermarché pour préserver notre patrimoine, il lui achetait des parts dans un magnifique appartement au cœur d'Annecy, sous couvert d'un investissement. Il ne lui offrait pas seulement des bijoux. Il lui offrait la sécurité que j'avais mis des décennies à construire pour notre propre famille. La colère qui a monté en moi n'était pas explosive. C'était une colère silencieuse, profonde, presque sacrée. J'avais été une épouse dévouée, une mère aimante, et il m'avait traitée comme une simple employée bénévole de sa propre vie. C'est fort de ces découvertes que j'ai pris une décision radicale, ce fameux dimanche après-midi. Il pleuvait à verse. Mon mari a enfilé sa veste imperméable en m'annonçant, avec son naturel désarmant, « Je vais aider un collègue de travail qui déménage quelques meubles en banlieue. Je rentrerai tard, ne m'attends pas pour dîner. » J'ai souri. J'ai arrangé le col de sa veste et je lui ai souhaité une bonne journée. Dès qu'il a pris l'ascenseur, j'ai attrapé mes clés de voiture. Je savais qu'il n'allait aider aucun collègue. J'ai pris ma petite Twingo grise, une voiture tellement banale qu'il ne la remarquerait jamais dans la circulation, et je l'ai suivie à distance. La filature a duré une bonne demi-heure. Nous avons quitté Lyon pour nous diriger vers les Monts d'Or, une banlieue extrêmement chic et verdoyante où se cachent de somptueuses villas. À un moment, au détour d'un grand rond-point, un camion s'est inséré brusquement entre nous. J'ai cru que je l'avais perdu. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'entendais le sang bourdonner dans mes oreilles. S'il me voyait dans le rétroviseur, tout mon plan s'effondrait. J'ai accéléré, les mains moites sur le volant, priant pour ne pas être repéré. Heureusement, je l'ai aperçu tourner dans une petite allée bordée de grands chênes. J'ai garé ma voiture plus loin, derrière une haie épaisse, et j'ai marché sous la pluie fine, le visage caché par le capuchon de mon manteau. Je me suis approché du grand portail en fer forgé. La maison était magnifique, une bâtisse en pierre dorée, avec de grandes baies vitrées lumineuses. Et là, caché derrière les feuillages trempés par l'averse, j'ai vu la scène qui a définitivement tué la femme que j'étais pour donner naissance à celle que je suis aujourd'hui. Mon mari n'était pas un simple visiteur dans cette maison. Il était chez lui. Par la baie vitrée du grand salon, je pouvais le voir s'activer. Il ne portait plus sa veste. Il allumait le feu dans la grande cheminée avec l'assurance du maître de maison. Et soudain, elle est apparue. Son ex-femme. Elle portait un élégant pull en cachemire, un verre de vin à la main, et autour de son cou brillait le fameux collier en or blanc. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était la scène de famille parfaite qui se déroulait sous mes yeux. Les enfants adultes de son ex-femme sont arrivés dans le salon. Ils riaient avec mon mari, ils lui tapaient sur l'épaule familièrement. Il y avait un chien qui sautait autour de lui. Il avait construit une seconde vie, une seconde famille, un bonheur chaleureux et luxueux, tout cela financé par mes nuits d'insomnie et mes économies de femme prévoyante. Il m'avait relégué au rôle de la gardienne de sa résidence principale pendant qu'il vivait sa grande vie de seigneur dans cette maison de campagne secrète. Je suis restée là, sous la pluie glacée, pendant près d'1 heure.
L'eau ruisselait sur mon visage, se mélangeant aux quelques larmes de rage qui avaient fini par couler. Mais ce n'étaient pas des larmes de défaite. C'étaient les larmes d'une femme qui venait de comprendre l'ampleur du champ de bataille. Je n'ai pas fait de scandale. Je n'ai pas sonné au portail pour les insulter. J'ai sorti mon téléphone portable et avec des doigts tremblants de froid, j'ai pris des dizaines de photos, zoomant sur les visages joyeux, sur le collier de la maîtresse de maison, sur sa voiture garée fièrement dans l'allée. J'accumulais mes munitions. Quand je suis rentrée à notre appartement de Lyon, j'ai pris une douche brûlante pour laver l'odeur de la trahison et le froid de la pluie. Lorsque mon mari est rentré tard dans la nuit, sentant le feu de bois et le vin rouge, il m'a trouvée assise dans le fauteuil du salon, lisant un livre paisiblement. C'était épuisant, ce déménagement, a-t-il menti en s'étirant. Tu as passé un bon dimanche, ma chérie? Très instructif, ai-je répondu avec un calme olympien, sans même lever les yeux de ma page. Je me suis beaucoup renseignée sur l'immobilier, figure-toi. Il a à peine haussé les sourcils, trop absorbé par sa propre arrogance pour remarquer le piège qui se refermait sur lui. Maître Bernard m'avait préparé un document, une faille juridique magnifique que mon mari avait négligée dans son montage financier complexe. Et c'est là que le véritable jeu d'échecs a commencé. Je savais désormais qu'un divorce classique ne me rendrait pas justice. Il allait essayer de cacher son argent, de se faire passer pour ruiné. Pour récupérer ce qui me revenait de droit et lui faire payer cette humiliation, je devais le détruire de l'intérieur en utilisant ses propres armes. Si vous voulez savoir comment une femme de mon âge, blessée mais loin d'être vaincue, a réussi à infiltrer ses comptes secrets, à bloquer ses transactions frauduleuses et à retourner la situation de façon magistrale lors d'un dîner qui restera gravé à jamais dans sa mémoire. Restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite est la preuve absolue que la patience est l'arme la plus dévastatrice d'une femme trahie. Les jours qui ont suivi cette découverte glaciale sous la pluie des monts d'or ont été, je crois, les plus difficiles de toute mon existence. Rentrer chez moi, m'asseoir sur notre canapé en velours, regarder cet homme manger le dîner que j'avais préparé et l'écouter se plaindre de sa journée de travail. C'était une torture psychologique d'une violence inouïe. Il fallait que je garde mon masque. Il fallait que je sois la Claire de toujours, douce, attentive, invisible. Vous savez, mes amis, on parle souvent de la force physique, mais personne ne vous prépare à la force mentale qu'il faut pour repasser méticuleusement les chemises de l'homme qui vous détruit, pour lui sourire le matin en lui tendant son café, tout en sachant qu'il a financé sa double vie avec l'argent de vos propres sacrifices. À l'intérieur, je n'étais plus qu'un brasier, mais à l'extérieur, j'étais un lac gelé, parfaitement lisse, parfaitement calme. C'était ma seule protection. Le lundi matin, dès qu'il a franchi la porte de notre appartement pour se rendre à son bureau, j'ai couru chez Maître Bernard. Mon vieil ami avocat m'attendait avec des dossiers empilés sur son grand bureau en chêne. Grâce au numéro de compte que j'avais relevé sur les vieux relevés bancaires cachés à la cave et aux photos que j'avais prises de la luxueuse villa, Bernard avait pu lancer une véritable investigation financière. Et ce qu'il m'a expliqué ce matin-là, avec des mots très simples, a été le coup de grâce pour mon mariage, mais le point de départ de ma vengeance. « Claire, écoute-moi bien », m'a dit Bernard en retirant ses lunettes, l'air grave. « Ton mari se croit extrêmement intelligent, mais c'est un homme arrogant, et l'arrogance rend aveugle. Il a créé cette société civile immobilière avec son ex-femme pour acheter cette maison et plusieurs autres petits appartements à Annecy. Il a détourné votre épargne commune pour injecter des fonds dans cette société. J'ai senti ma gorge se serrer. Mais comment a-t-il pu faire ça sans ma signature? Nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens. Je faisais attention à chaque centime pour payer les études de notre fils, pour nos vieux jours. Bernard a eu un sourire triste, mais un regard aiguisé comme une lame. Exactement. Il a imité ta signature sur 2 documents bancaires cruciaux il y a 6 ans, pour autoriser des virements de votre compte joint vers un compte personnel caché, d'où l'argent partait vers la SCI de son ex-femme. C'est de la fraude pure et simple, Claire. De la falsification de documents entre époux pour détourner le patrimoine commun. Devant un juge civil et pénal, cela s'appelle un recel de communauté. S'il pense pouvoir divorcer en te laissant des miettes et en gardant son empire secret, il se trompe lourdement.
La loi française est très claire. Si l'un des conjoints dissimule ou détourne des biens communs, il perd tout droit sur ses biens et la totalité revient à l'époux lésé. Je suis resté figé, assimilant l'information. Si je jouais bien mes cartes, non seulement je récupérerais ce qu'il m'avait volé, mais la justice pourrait le priver de sa part de tout ce qu'il avait caché. La villa, les appartements, tout. Mais pour cela, Bernard avait besoin d'une preuve irréfutable. Une preuve matérielle prouvant que c'était bien mon mari qui gérait cette SCI en secret depuis son ordinateur personnel, et non pas juste une erreur de la banque. Il me fallait le fameux carnet noir. Je savais de quoi il parlait. Mon mari avait un petit carnet en cuir noir, très fin, qu'il gardait toujours verrouillé dans sa mallette de travail. Il ne le sortait jamais devant moi. Il disait que c'était des codes d'accès ultra confidentiels pour l'entreprise où il travaillait. Je n'avais jamais cherché à vérifier. Mais maintenant, je savais que ce carnet contenait les clés de sa double vie, les mots de passe de ses comptes cachés, les accès aux emails secrets qu'il échangeait avec son ex-femme et leur banquier. Il fallait que je mette la main dessus. Le mercredi soir, l'occasion s'est présentée, mais elle a failli me coûter la vie de peur. Mon mari était rentré épuisé, se plaignant d'une migraine terrible. Il a pris 2 somnifères puissants après le repas et s'est effondré sur notre lit conjugal. Sa mallette était posée dans le salon, près du canapé. J'ai attendu minuit. L'appartement était plongé dans un silence de cathédrale, seulement troublé par le souffle lourd de sa respiration dans la chambre. Je me suis levé sans faire le moindre bruit, pieds nus sur le parquet froid. Je tremblais tellement que mes dents claquaient. J'ai dû me mordre la lèvre jusqu'au sang pour ne pas faire de bruit. Je me suis glissé dans le salon. La lumière de la rue éclairait faiblement la pièce à travers les rideaux. Je me suis agenouillé devant sa mallette en cuir. La combinaison numérique à 3 chiffres. J'ai essayé sa date de naissance. Rien. La date de naissance de notre fils. Rien. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains étaient moites. Et puis, avec un dégoût profond, j'ai tapé la date d'anniversaire de son ex-femme que je connaissais malheureusement. Clic. Les fermoirs en laiton ont sauté. Le petit carnet noir était là, glissé sous des dossiers. Je l'ai attrapé avec des mains tremblantes et j'ai sorti mon téléphone portable pour prendre en photo chaque page, chaque code, chaque mot de passe, chaque numéro de compte secret enregistré méticuleusement. C'était une mine d'or. J'en étais à la moitié du carnet quand soudain, le parquet du couloir a grincé violemment. J'ai figé. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Le bruit des pas lourds s'approchait. Il s'était levé. S'il me trouvait là, agenouillé dans le noir, fouillant sa mallette avec mon téléphone allumé, tout était fini. La porte du salon s'est poussée lentement dans l'obscurité. J'ai retenu ma respiration, fermant les yeux, terrifié. L'ombre de mon mari s'est dessinée dans l'encadrement de la porte. Il a marmonné quelque chose d'incompréhensible, la voix pâteuse par les somnifères. J'ai glissé le carnet sous mes genoux et j'ai éteint l'écran de mon téléphone à la seconde près. Il s'est gratté la tête, a tourné les talons et s'est dirigé vers les toilettes. J'ai entendu la porte de la salle de bain se fermer. J'ai expiré l'air de mes poumons dans un sanglot silencieux. Mes mains agissaient toutes seules, poussées par l'adrénaline. J'ai photographié les dernières pages à la vitesse de l'éclair, j'ai remis le carnet exactement à sa place, refermé la mallette, brouillé les codes de la serrure, et j'ai couru me cacher dans la cuisine pour boire un grand verre d'eau glacée. Quand il est retourné se coucher en grognant, je pleurais de soulagement dans le noir. Le lendemain, à la première heure, ces photos étaient sur le bureau de Maître Bernard. La machinerie implacable de la justice s'est alors mise en marche, en coulisses, sans que mon mari ne se doute absolument de rien. Bernard a contacté un huissier de justice, ainsi que les banques concernées, avec un dossier en béton armé. Nous avons lancé une procédure d'urgence pour geler l'intégralité des avoirs de la SCI pour suspicion de fraude et recel de communauté et bloquer tous ses comptes personnels non déclarés. Les banques allaient en mettre quelques jours à appliquer le gel, puis elles lui enverraient un courrier. Il fallait que je frappe fort avant qu'il ne reçoive cette lettre. Il fallait un grand final. Je ne voulais pas d'une séparation banale, des pleurs dans le couloir et des valises jetées par la fenêtre. Non. Cet homme avait insulté mon intelligence pendant des années, il avait volé la sécurité de notre fils pour l'offrir à une autre femme tout en m'humiliant dans ma propre salle à manger, en disant « c'est juste une amie,
Tu dois accepter. C'est ainsi que j'ai organisé un dîner spécial pour le vendredi soir suivant. Je lui avais envoyé un message le matin même. « Mon chéri, j'ai préparé une grande surprise pour ce soir. Rentre tôt. J'ai compris beaucoup de choses ces derniers temps. Je veux qu'on célèbre notre couple. » Il a répondu avec un emoji de coupe de champagne, probablement persuadé que j'allais enfin arrêter de faire la tête et me soumettre totalement à sa volonté. Quel idiot! J'ai passé mon après-midi à cuisiner son plat préféré, un bœuf bourguignon mijoté au vin rouge, exactement comme le soir où il m'avait annoncé qu'il gardait son ex dans sa vie. J'ai sorti la belle nappe brodée de ma grand-mère. J'ai allumé les chandelles. J'ai mis les mêmes verres en cristal qui avaient tremblé au son de sa cruauté des semaines plus tôt. Je me suis habillée avec une élégance froide, une robe noire sobre, un collier de perles hérité de ma mère. Je me sentais belle. Je me sentais puissante. Je n'étais plus la petite épouse effacée qui comptait les centimes. J'étais la maîtresse du jeu. Vers 20 heures, j'ai entendu le bruit de ses clés dans la serrure. Il est entré, l'air détendu, souriant. Il avait acheté un bouquet de roses rouges. Des roses d'une banalité affligeante qu'il a déposées sur le comptoir de la cuisine avec un grand sourire satisfait. « Ça sent divinement bon, Claire », a-t-il dit en s'approchant pour m'embrasser. J'ai tourné la joue avec fluidité pour qu'il n'effleure que mon oreille. « Assieds-toi », lui ai-je répondu avec une douceur artificielle. « Le dîner est prêt. Ouvre le vin, s'il te plaît, le grand cru que nous gardions pour les grandes occasions. » Il s'est exécuté avec joie, complètement aveugle à la tempête qui se préparait. Il s'est installé en bout de table, le maître de maison dans toute sa splendeur, pendant que je le servais. Il a commencé à me raconter des banalités sur sa journée, sur un dossier compliqué au bureau. Je l'écoutais en le regardant manger avec appétit, m'émerveillant presque de sa capacité à mentir avec un tel naturel. C'était un monstre enveloppé de bonnes manières. « Alors, ma chérie ?» a-t-il lancé en essuyant ses lèvres avec la serviette en lin, reprenant exactement la même posture que l'autre soir. « Quelle est cette fameuse surprise ? Tu m'as dit par message que tu avais compris des choses. Je suis ravie de voir que tu as enfin mis de l'eau dans ton vin concernant mon amitié avec mon ex. C'est la preuve d'une grande maturité de ta part. » Le cynisme de sa phrase m'a donné la nausée, mais j'ai esquissé un grand sourire indulgent. J'ai posé ma fourchette délicatement sur mon assiette. J'ai bu une gorgée de vin, sentant la chaleur descendre dans ma gorge, et j'ai plongé mon regard profondément dans le sien. Ce n'était pas un regard de soumission. C'était le regard du chasseur qui vient de fermer la cage. « Oh, oui, j'ai compris énormément de choses, mon amour. » ai-je murmuré d'une voix calme qui a soudainement résonné étrangement dans le silence de la pièce. J'ai compris que l'immobilier dans les Monts d'Or avait beaucoup augmenté, surtout les belles villas en pierre dorée avec des cheminées immenses. Son sourire s'est figé instantanément. La fourchette qu'il tenait est restée en suspens au-dessus de son assiette. Ses yeux se sont plissés, ne comprenant pas encore comment je pouvais connaître ce détail, cherchant une explication rationnelle à ma remarque. Mais je ne lui ai pas laissé le temps de réfléchir. J'ai glissé ma main sous la nappe, sur mes genoux, là où j'avais posé une épaisse enveloppe en papier Kraft. Je l'ai sortie lentement et je l'ai fait glisser sur la nappe immaculée jusqu'à ce qu'elle touche son assiette. Et j'ai surtout compris, ai-je continué, la voix devenant froide et tranchante comme de la glace, que lorsque tu disais que ton ex-femme était juste une amie, tu omettais de préciser qu'elle était aussi ton associé majoritaire dans la fraude financière que tu as orchestrée avec l'argent des études de notre propre fils. Le visage de mon mari a perdu toutes ses couleurs en une fraction de seconde. Le grand, l'arrogant, le tout-puissant venait de comprendre que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Et croyez-moi, l'ouverture de cette enveloppe allait détruire son monde de la manière la plus cruelle et la plus inattendue qui soit. Le silence qui a suivi ma phrase était d'une densité terrifiante. Ce n'était pas le silence paisible d'une maison endormie, c'était le silence lourd, oppressant et électrique qui précède la foudre. Dans la salle à manger de notre appartement de Lyon, le temps semblait s'être figé. Le tic-tac de la vieille horloge comtoise, héritée de ma grand-mère, résonnait contre les murs comme les battements d'un cœur au bord de la rupture.
La lumière vacillante des bougies que j'avais minutieusement allumées projetait des ombres dansantes sur le visage de mon mari. Un visage qui, seconde après seconde, perdait toute sa couleur, toute son arrogance, pour ne laisser place qu'à un masque de terreur pure. Il a essayé de sourire. Un de ces sourires nerveux, asymétriques, désespérés, de celui qui cherche une porte de sortie là où il n'y a plus que des murs en béton. Il a lâché un petit rire sec, sans aucune joie, un rire qui sonnait faux à des kilomètres à la ronde. Mais de quoi parles-tu, Claire? Quelle folie es-tu encore en train d'inventer? Une fraude? Une associée? Tu as trop bu, ma chérie. Ce vin est fort. Tu sais bien que tu ne le supportes pas très bien. Tu te fais des films ridicules à cause de tes insécurités. C'était sa technique habituelle, le fameux gaslighting, me faire passer pour la folle, la déséquilibrée, l'hystérique qui invente des drames. Sauf que cette fois, je n'avais plus 20 ans. Je n'étais plus aveuglée par l'amour et je n'étais surtout plus désarmée. J'avais passé ma vie à le croire sur parole, à douter de moi-même pour préserver son ego démesuré. C'était terminé. J'ai posé mon verre de vin sur la table avec une lenteur calculée. Le bruit du cristal contre le bois massif a semblé le faire tressaillir. J'ai gardé mon regard planté dans le sien, un regard d'une froideur absolue, et j'ai poussé l'épaisse enveloppe en papier craft un peu plus près de son assiette de bœuf bourguignon dont la sauce commençait déjà à figer, tout comme son sang dans ses veines. « Ouvre-la » ai-je ordonné d'une voix si calme, si plate, qu'elle ne laissait aucune place à la négociation. « Ouvre cette enveloppe, regarde ce qu'elle contient, et ensuite, essaie encore de me regarder dans les yeux pour me dire que je suis folle. » Il a hésité. Ses mains, ces grandes mains que j'avais aimées, qui avaient caressé nos enfants, qui avaient construit notre foyer, se sont mises à trembler de manière incontrôlable. Il a tendu les doigts vers le papier craft, comme s'il s'agissait de charbons ardents. L'homme fort, le cadre supérieur sûr de lui, le mari dominateur, venait de disparaître. Il n'était plus qu'un petit garçon effrayé, pris la main dans le sac de la manière la plus magistrale qui soit. Il a ouvert le rabat de l'enveloppe. Les documents ont glissé sur la nappe immaculée. D'abord, les photos. Des dizaines de tirages brillants. La grande villa en pierre dorée des Monts d'Or sous la pluie. La voiture de sport de son ex-femme garée fièrement dans l'allée. Le visage de son ex-femme, souriante, portant le collier en or blanc qu'il avait acheté avec l'argent de nos sacrifices. Et surtout, les photos de lui, confortablement installé dans le salon de cette maison, riant avec les enfants d'un autre lit, jouant le rôle du parfait patriarche dans une vie parallèle qu'il m'avait volée. Il a dégluti difficilement. Sa respiration est devenue courte, sifflante. Mais ce n'était que le début de la descente aux enfers pour lui. Sous les photos se trouvaient les copies des relevés bancaires, les statuts de la société civile immobilière enregistrés au nom de son ex-femme, avec lui comme associé occulte. Les preuves des virements frauduleux qu'il avait méthodiquement mis en place depuis des années, détournant l'épargne que j'avais accumulée centime par centime en me privant de tout. Et, la pièce maîtresse, le joyau de ma vengeance, les photocopies du contrat de prêt et des autorisations de transfert de fonds où figurait ma signature. Une signature parfaitement imitée, certes, mais grossièrement falsifiée par ses soins pour contourner la loi de notre mariage sous le régime de la communauté de biens. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il bégayé, la voix brisée, les yeux écarquillés par la panique alors qu'il feuilletait les preuves de sa propre destruction. C'était un investissement, Claire, un placement pour notre avenir. Elle avait juste besoin d'un prête-nom pour des raisons fiscales. C'était pour nous protéger, pour payer les futures études de notre fils, je te le jure. J'ai esquissé un sourire glacial, un sourire dénué de la moindre once de pitié. La lâcheté de cet homme m'écœurait profondément. Même acculé, face à des preuves irréfutables, il essayait encore de se draper dans le costume du père de famille prévoyant. C'en était pathétique. Un placement pour notre avenir, ai-je répété lentement, savourant chaque syllabe de ma victoire. En falsifiant ma signature. En commettant un délit pénal passible de prison pour détourner notre épargne vers le compte d'une femme que tu osais inviter dans nos conversations, en la qualifiant de simple amie? Tu penses vraiment que je suis stupide à ce point? Tu as volé l'argent de notre famille, l'argent de mon travail, l'argent des privations que j'ai endurées pendant des années pour lui offrir une vie de château.
Pendant que je comptais les pièces à la boulangerie, tu lui achetais des diamants et des maisons de campagne. » Il a fermé les yeux, une goutte de sueur froide perlant sur sa tempe. Il savait qu'il était acculé. Mais il ne savait pas encore à quel point le piège s'était refermé sur lui. C'est à ce moment précis que j'ai abattu ma dernière carte, le véritable coup de grâce. L'élément inattendu qui allait non seulement briser son orgueil, mais anéantir toute l'illusion de sa misérable double vie. « Mais tu sais ce qui est le plus fascinant dans toute cette histoire ?» ai-je continué, me penchant légèrement en avant au-dessus de la table, baissant la voix pour lui donner une résonance plus sombre, plus intime. « Ce n'est pas ta trahison. Les hommes faibles trahissent tous les jours. Ce qui est fascinant, c'est la naïveté avec laquelle tu as cru que cette femme t'aimait pour autre chose que ton portefeuille. » Il a rouvert les yeux, me fixant avec une incompréhension totale, mêlée d'une terreur grandissante. Maître Bernard, notre vieil ami avocat, est un homme extrêmement efficace, lui ai-je expliqué avec une douceur vénéneuse. Ce matin, à 8 heures tapantes, un huissier de justice s'est présenté au portail de la magnifique villa de ton ex-femme dans les Monts d'Or. Il lui a remis en main propre une assignation en justice, une procédure de saisie conservatoire immédiate sur l'ensemble des biens de la SCI, justifiée par des soupçons de fraude financière, de faux et d'usage de faux, et de recel de communauté. J'ai fait une pause, le laissant absorber la violence du choc. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Et devine ce que ta merveilleuse amie, la femme pour qui tu as risqué ta liberté et sacrifié ton mariage, a fait en recevant ce document officiel qui menaçait son petit confort bourgeois. J'ai laissé un silence pesant s'installer, savourant sa détresse. Elle a paniqué. Elle a immédiatement appelé le cabinet de Maître Bernard, en pleurs. Totalement hystérique. Et pour sauver sa propre peau, pour éviter d'être accusée de complicité de fraude, elle t'a vendu. Sans une once d'hésitation. Elle a fourni à mon avocat l'intégralité de vos échanges d'emails confidentiels. Elle a attesté par écrit que tu avais agi seul, que tu lui avais certifié que j'étais au courant de tout et que l'argent provenait de tes fonds propres. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais exigé cet argent et qu'elle coupait immédiatement tout lien avec toi pour se protéger des retombées pénales. Le visage de mon mari s'est littéralement décomposé. C'était comme observer un édifice majestueux s'effondrer sur lui-même en l'espace de quelques secondes. L'illusion de son grand amour secret, de sa maîtresse dévouée, venait d'exploser en plein vol. Il n'était pas son grand amour, il était son pigeon. Et dès que le vent avait tourné, elle l'avait jeté sous les roues du train sans le moindre remords. Il avait tout sacrifié pour une femme qui ne voyait en lui qu'un carnet de chèques complaisant. Elle a fait ça ? A-t-il murmuré, la voix éteinte, les larmes commençant enfin à poindre au coin de ses yeux. Pas des larmes de repentir pour le mal qu'il m'avait fait, non. Des larmes de pitié pour lui-même, des larmes d'ego brisées. Elle t'a renié plus vite qu'il ne faut pour l'écrire. Ai-je confirmé implacablement. Tes comptes bancaires personnels non déclarés ont été gelés cet après-midi par une ordonnance du juge. Ton accès au fonds de la SCI est bloqué. Tu n'as plus rien. L'argent que tu as volé va m'être restitué dans son intégralité, avec de lourds dommages et intérêts. La seule chose qui te reste aujourd'hui, c'est le choix que je vais t'offrir ce soir. J'ai sorti un dernier document de sous mon assiette. Un dossier relié, épais et formel, préparé méticuleusement par Maître Bernard. Je l'ai fait glisser devant lui, recouvrant les photos de son ancienne maîtresse. Ceci est une convention de divorce par consentement mutuel, assortie d'un accord financier extrêmement spécifique, lui ai-je annoncé, le ton devenant celui d'une femme d'affaires intraitable. Tu vas renoncer officiellement à ta part de cet appartement lyonnais qui reviendra à mon nom exclusif. Tu vas me céder l'intégralité de la valeur de ton assurance vie pour compenser les sommes que tu as détournées vers la SCI. Tu vas assumer seul les dettes fiscales qui ne manqueront pas de s'abattre sur toi lorsque les impôts découvriront tes montages douteux. Et tu vas accepter de me verser une prestation compensatoire à la hauteur des 20 années de sacrifice que j'ai fait pour ta carrière. Il m'a regardé, effaré. Tu veux me ruiner, Claire ? Tu veux me laisser à la rue, après 20 ans de mariage? Tu ne peux pas faire ça. Je suis le père de ton fils, a-t-il hurlé,
la voix se brisant dans un sanglot pitoyable. L'homme fier était à genoux, pleurant toutes les larmes de son corps, ses mains agrippant le bord de la table comme s'il allait tomber dans un précipice. « Ne parle pas de notre fils », ai-je tranché, la voix soudainement coupante comme du verre brisé. L'émotion brute, la colère de mère a jailli un bref instant avant que je ne reprenne le contrôle. « Tu as volé son avenir pour payer les vacances d'une autre femme. Ne t'avise plus jamais de prononcer son nom pour justifier ta lâcheté. » J'ai respiré profondément, reprenant mon masque de glace. « Et non, je ne veux pas te ruiner. Tu t'es ruiné tout seul le jour où tu as imité ma signature. La loi française est implacable concernant le recel de communauté, mon cher. Si tu refuses de signer cet accord ce soir, dès lundi matin, je dépose une plainte pénale formelle pour faux et usage de faux en écriture bancaire, fraude et escroquerie. Maître Bernard a déjà constitué le dossier pour le procureur de la République. Tu seras convoqué par la police, ton entreprise sera informée de tes malversations, ta réputation professionnelle sera détruite à jamais, et tu risques jusqu'à 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende pénale, sans compter que tu perdras de toute façon tes biens lors du divorce. J'ai posé un stylo en métal lourd, un stylo de grande marque qu'il m'avait offert des années auparavant, juste à côté du dossier. Alors, voici tes options. Tu signes ce document, tu pars ce soir avec tes valises, tu disparais de ma vie avec le peu de dignité qu'il te reste, et je me tais. Je ne vais pas à la police. Je te laisse la liberté de reconstruire ce que tu pourras, loin de moi. Ou tu refuses, tu fais appel à tes avocats, et je m'assure que le monde entier, y compris ton patron et tes collègues, découvre le fraudeur minable que tu es réellement. À toi de choisir. La ruine dans le silence ou la prison dans la honte publique. Il est resté là, prostré, les épaules secouées de sanglots silencieux. Il pleurait sur les débris de sa vie. Il a regardé le stylo. Il a regardé la porte de l'appartement. Il a regardé les photos de la femme qu'il avait trahie dès le premier coup de vent. Il savait qu'il n'avait aucune issue. Il était tombé dans un abîme qu'il avait lui-même creusé jour après jour, mententerie après mententerie. Avec une main tremblante, presque engourdie, il a pris le stylo. J'ai observé, le cœur battant d'une satisfaction féroce et d'une tristesse infinie à la fois, la pointe métallique grattait le papier à chaque endroit où j'avais placé une petite croix au crayon. Il a paraphé toutes les pages. Il a signé son abandon de droit. Il a signé sa propre sentence. Lorsqu'il a terminé, il a lâché le stylo comme s'il brûlait. Il a caché son visage dans ses mains, pleurant bruyamment, misérablement. Il n'y avait plus aucune trace de l'homme arrogant qui, quelques semaines plus tôt, me disait « C'est juste une amie, tu dois accepter. » « Tes valises sont prêtes, ai-je déclaré en me levant de la table. Elles sont dans le placard de l'entrée. Je les ai faites cet après-midi. J'y ai mis toutes tes affaires. Laisse tes clés sur la console. Je veux que tu sois parti dans 10 minutes. » Il a relevé la tête, le visage rouge, bouffi, ravagé par les larmes et la défaite. « Où veux-tu que j'aille, Claire ? Il est 21 heures. Il pleut. Je n'ai plus d'accès à mes comptes personnels et elle ne voudra jamais m'ouvrir sa porte après l'assignation du juge. » J'ai ramassé le dossier signé, je l'ai glissé avec soin dans l'enveloppe et je l'ai regardé de haut avec un détachement absolu, presque clinique. « Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu froidement. Tu es un grand garçon. Tu trouveras bien un hôtel bas de gamme qui accepte les cartes de crédit professionnelles ou un collègue charitable pour t'héberger sur son canapé. Mais cette maison est la mienne. L'air que l'on y respire m'appartient et il n'y a plus de place pour toi ici. » Il n'a plus rien dit. Il s'est levé, lourdement, comme s'il avait vieilli de 20 ans en l'espace d'une heure. Il a marché lentement vers l'entrée. J'ai entendu le bruit sourd des roulettes de ses valises sur le parquet. J'ai entendu le cliquetis métallique de son trousseau de clés qu'il déposait sur la petite console en chêne. Et puis, il y a eu le bruit de la lourde porte d'entrée qui s'ouvrait et le claquement sec, définitif, inéluctable, lorsqu'elle s'est refermée derrière lui. Ce claquement de porte a résonné dans mon âme comme une libération. Ce n'était pas un bruit de fin, c'était le bruit fracassant d'une renaissance. Je suis resté un long moment seul dans l'entrée,
les mains posées à plat sur la porte froide. J'ai pris une immense inspiration. L'air de l'appartement m'a soudainement paru plus léger, plus pur, dénué de la toxicité étouffante de ses mensonges. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai ressenti aucun effondrement. Je ressentais seulement un épuisement profond, la fatigue du guerrier qui vient de remporter la bataille de sa vie et qui peut enfin déposer les armes. Je suis retourné dans la salle à manger. J'ai soufflé les bougies l'une après l'autre. J'ai pris mon verre de vin, je me suis approché de la grande baie vitrée qui donnait sur le Rhône et j'ai regardé les lumières de la ville de Lyon se refléter sur les eaux noires du fleuve. L'orage était passé. Le ciel se dégageait doucement. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles, bien sûr. Il a fallu affronter la lourdeur des procédures administratives, l'officialisation du divorce, les regards curieux des voisins, les questions maladroites de notre entourage. Mais surtout, il a fallu avoir la discussion la plus douloureuse de ma vie avec notre fils. Je ne lui ai pas caché la vérité. Je lui ai expliqué, avec des mots choisis mais sans omettre la réalité des faits, pourquoi son père n'était plus là. La déception dans les yeux de mon fils a été une blessure terrible pour mon cœur de mère. Il a mis du temps à pardonner à son père, mais il a compris. Et notre lien, à lui et à moi, en est ressorti infiniment plus fort, indestructible, basé sur une honnêteté absolue. Mon ex-mari a tenté de refaire surface, de s'excuser, de me supplier de revenir en arrière, quelques mois plus tard, lorsqu'il s'est retrouvé à vivre dans un minuscule studio de banlieue, accablé par ses dettes, rejeté par son ancienne maîtresse, qui avait rapidement trouvé un autre protecteur financier. Je n'ai jamais répondu à un seul de ces messages. Le silence avait été mon arme au début. Il est devenu mon bouclier permanent. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la paix. Je me suis réapproprié ma maison, que j'ai redécorée à mon goût, en chassant toutes les ombres du passé. J'ai repris le contrôle total de mes finances. J'ai recommencé à voyager, modestement, mais avec le cœur léger, sans avoir à justifier la moindre de mes dépenses. J'ai découvert que la solitude n'est pas une punition, mais un immense luxe lorsqu'elle est choisie après avoir vécu dans la prison du mensonge d'un autre. La vie est d'une ironie fascinante, vous ne trouvez pas? Mon ex-mari croyait qu'en me disant « Je ne vais pas m'éloigner de mon ex, elle est juste une amie », il s'affirmait. Il croyait prouver sa force, son contrôle, son pouvoir sur moi. Il m'a vu répondre « Tudobem » et il a cru avoir gagné la partie sans même combattre. Il a confondu la patience avec la faiblesse, l'observation avec la soumission, la dignité avec la défaite. C'est l'erreur la plus tragique que l'on puisse commettre face à une femme de notre âge. Avec le temps, on n'apprend pas à crier plus fort face à l'injustice. On apprend à frapper plus juste. On apprend que les tempêtes les plus dévastatrices ne sont pas celles qui s'annoncent avec le tonnerre et les éclairs, mais celles qui se forment silencieusement dans l'ombre et qui frappent avec une précision mortelle. À vous toutes qui m'avez écouté jusqu'ici, si jamais quelqu'un essaie de vous imposer l'inacceptable, de fouler aux pieds vos valeurs, de trahir votre loyauté en souriant et en vous demandant de l'accepter comme une fatalité, ne criez pas. Ne vous épuisez pas en vaines disputes face à ceux qui n'ont ni cœur ni conscience. Respirez profondément, observez, gardez votre sang-froid, protégez vos arrières et préparez votre sortie dans la dignité la plus totale. Ne laissez jamais personne s'essuyer les pieds sur la valeur de votre amour ou sur les fruits de vos sacrifices. Certaines décisions brisent des mariages, c'est vrai, mais d'autres, les plus douloureuses et les plus courageuses, ne font que révéler qui est vraiment l'autre. Et, surtout, elles vous révèlent à vous-même l'immense puissance qui sommeillait dans votre propre silence. N'ayez jamais peur de fermer une porte qui ne mène plus au respect. Souvent, c'est la seule façon d'ouvrir la fenêtre vers votre propre liberté. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné dans ce récit, de m'avoir tenu par la main à travers l'écran. Prenez soin de vous, chérissez votre paix intérieure et n'oubliez jamais votre propre valeur. À très bientôt pour d'autres histoires, d'autres combats, d'autres victoires. C'était Claire. Au revoir.